parle ce matin avec notre consultant, fabricant de buzz. Bonjour fabricant de buzz, comment tu vas? Bonjour Magic et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Ça va. J'espère que tu as passé un bon week-end et surtout une belle fête de la jeunesse. Week-end certainement saturé avec le travail, mais bon, ouais. Tout s'est très bien passé. Surtout qu'on a retrouvé des anciens amis, on se rappelle des souvenirs, on mange un peu l'argent, on joue. Alors on parle de cette rencontre-là hier. La Côte d'Ivoire était opposée au Nigeria dans le cadre de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette édition qui se déroulait du côté de la Côte d'Ivoire et la victoire de la belle famille. Très peu de personnes attendaient la Côte d'Ivoire qui revenait des enfers dans cette compétition. Ouais, bien sûr. Je pense que après la défaite 4-0, tout était presque plié pour la Côte d'Ivoire et il a fallu une résurrection grâce au Maroc et personne n'aurait cru. Du moins, après le premier match d'ouverture de la Côte d'Ivoire, je pense que la Côte d'Ivoire était parmi les équipes favorites étant donné que la compétition se déroulait chez eux. Mais après cette défaite 4-0, tout a complètement basculé. La Côte d'Ivoire qui était favorite est sûrement devenue la risée. Mais après une résurrection, tout a une fois de plus basculé et aujourd'hui la Côte d'Ivoire est logiquement au-dessus de l'Afrique et c'est avec raison parce qu'ils ont beaucoup donné, ils sont allés chercher très loin cette coupe et c'est beaucoup de, je vais dire ça comment, la victoire de la Côte d'Ivoire est plus je sais pas comment je peux traduire ça. La victoire de la Côte d'Ivoire est plus mystique. Non, pas mystique. En fait, suscite beaucoup de conseils en fait, parce que parfois on se dit que tout est fini dans la vie, mais il suffit d'un peu comme ça pour que les choses changent dans ta vie et que ceux qui ne te considéraient pas hier, c'est soit ceux-là qui veulent à tout prix être avec toi aujourd'hui. Donc c'est un peu dans ce sens. Et les chrétiens souvent le disent, le miracle de la résurrection est plus grand que le miracle de la guérison. Donc Dieu a envoyé la Côte d'Ivoire au fin fond des abîmes avant de la soulever sur le toit de l'Afrique bien sûr. Et on l'a vu hier grâce à cette victoire. Nous avons également Yannick Reno, journaliste, animateur, consultant politique et sport, il est avec nous. Bonjour Yannick Reno, comment tu vas? Ça va super bien. Bonjour Magic, bonjour fabricant de buzz. Bonjour également à tous les auditeurs de la radio La Voix du Golf. C'est un plaisir d'être une fois de plus dans ce studio. Magnifique studio, rafraîchissant et surtout quand on vient de très loin. Ah ben oui, comme la Côte d'Ivoire bien évidemment. Voilà. Et cette victoire de la Côte d'Ivoire pour toi c'est un miracle du Seigneur ou alors c'est le fruit du travail? Les deux à la fois, parce que donnée favorite d'entrée de jeu, 2-0 face à la Guinée-Bissau. On a cru à ce moment-là que la Côte d'Ivoire confirmait son statut de favorite. Donc, par la suite, on a été un tout petit peu déçus avec ces deux défaites d'affilée, notamment celle face au Nigeria et par la suite face à la Guinée équatoriale. On se dit la Côte d'Ivoire est cuite. Elle n'a pas honoré son statut de favori. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est produit en cours de compétition. Bien évidemment, le limogeage ou alors la démission, si vous voulez, parce que lui, pas de démission. Lui, pas de démission. Jean-Luc Gasset. Oui. Et la continuité avec Emer Sefaye. Un peu comme au Cameroun avec Rigobertson. Oh, il n'y a pas photo. Parce que les résultats et les résultats parlent parlent contre justement vont ne sont pas du tout en faveur de Rigobertson. De la continuité camerounaise. La continuité, écoutez, c'est pas ce qu'on a forcément observé avec Rigobertson. Parce que lui il parle de continuité, mais sauf que sur 2 années, quand vous parlez de continuité, on voudrait quand même voir un squelette. On voudrait quand même voir quelque chose qui se dessine. On voudrait voir quand même une certaine homogénéité dans l'équipe. On voudrait voir quand même que des compartiments sont déjà bel et bien en place. Ce n'est pas forcément le cas avec Rigobertson parce que au bout de 2 années, vous n'avez pas une équipe type sur laquelle vous appuyez, un noyau dur sur lequel on s'appuie, et même en cas de désistement ou d'absence des uns ou des autres, on peut interchanger. C'est-à-dire que MS Faye a montré que ces joueurs-là, il les connaît. Parce que moi j'ai comme l'impression qu'il a pratiquement utilisé presque tout le monde dans cette équipe. Il y a eu des contraintes parce qu'il y a eu 4 absents lors de la demi-finale.
Effectivement, il a dû composer avec ceux qui pouvaient jouer et on n'a pas l'impression que les changements affectent forcément cette équipe de Côte d'Ivoire. Donc il a démontré que en fait Jean-Luc Gasset a peut-être commencé un bon boulot au niveau au moins de la sélection des joueurs. Les joueurs, ouais. Et puis il n'a peut-être pas su comment les utiliser, comment utiliser chacun à sa place, comme il faut, quand il faut, peut-être le discours également qu'il faut tenir à ces joueurs pour qu'ils puissent se sublimer, se surpasser. Mais on peut également dire que l'homme se découvre dans les difficultés. Peut-être que la Côte d'Ivoire s'est réveillée aussi, il y a eu cet électrochoc. On peut également dire que c'est peut-être aussi à cause de cette défaite contre la Guinée équatoriale. S'il n'y a pas eu ça, si la Côte d'Ivoire avait été peut-être première de sa poule, peut-être que ça n'aurait pas été la même chose. Peut-être que Jean-Luc Gasset aurait continué jusqu'à je ne sais pas où. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu la même pression et la même détermination de la part de la Côte d'Ivoire. Et peut-être que en huitième de finale, ils auraient pu également sortir. Parce que je me rappelle que le premier c'était qui? C'était la Guinée équatoriale dans cette poule. La Guinée équatoriale qui a rencontré, je pense que c'est la Guinée-Conakry. En huitième, oui. Qui l'a battu. Donc, on ne sait jamais. Donc, on peut dire bravo à Jean-Luc Gasset, mais également aux instances fédérales au niveau de la fédération ivoirienne. Parce que ils ont fait confiance quand même à... Même si au départ, ils n'ont pas voulu faire confiance. On nous a parlé de la piste Hervé Renard. Et pas mal d'autres rumeurs. C'est vrai qu'au niveau de la fédération française, ça n'a pas abouti. Mais ils auraient pu se rebattre aussi quelqu'un d'autre. Hein, parce que le mythe du blanc, du blanc homme providentiel, sorcier blanc, ça continue à faire fureur en Afrique, malheureusement. Et on se rend quand même compte qu'on peut faire confiance aux Africains, aux locaux, leur donner un minimum de moyens et les laisser travailler sereinement. C'est aussi important. Travailler sereinement, c'est-à-dire sans être forcément influencé par quiconque. Tu as un message que tu veux passer. Par un ministre de sport, par un président de fédération, parce que c'est important tout cela. C'est important de travailler en toute âme et conscience dans la liberté et faire des choix même qui peuvent paraître ridicules ou alors bizarres, mais qui par la suite peut-être payent. Et Emerse Faé il a démontré que la plupart de ses choix ont toujours payé. C'est-à-dire que même les remplacements, vous avez vu, il y a parfois sur les faits de jeu, il y a des remplacements qui... on se demande qu'est-ce qu'il fait. C'est qu'au Fofana par exemple en demi-finale qu'il sort, on se demande qu'est-ce qui se passe. Il avait mis Kessié sur le banc. Sur le banc, oui. Son premier match, il met Kessié sur le banc, il fait confiance en Jean-Michel Seri, qui termine homme du match. Donc, il y a des choix comme ça qui sont forts et qui permettent justement de démontrer que, bon, écoutez, le coach, il a peut-être fait un choix bizarre, mais on se rend compte qu'il avait raison de faire ce choix-là. Donc, bravo à Emerse Faé. Qui a un schéma à la Di Matteo avec Chelsea. On se souvient Di Matteo avec Chelsea, je crois c'est en 2012. 2012 après le limogeage du coach principal Di Matteo qui est l'entraîneur secondaire qui prend les rênes et avec l'équipe il gagne la Champions League. C'était le coach portugais qui se faisait appeler le special en fait c'était un fan de José Mourinho et lui André Villas-Boas je crois bien. Oui, André Villas-Boas, et il est portugais également, il est passé par Porto et il s'identifiait beaucoup à José Mourinho. Il a été limogé et on a vu ce qui s'est passé. Et là, Chelsea était mal à point. Il faut dire que Chelsea avait été battu par Naples. Et nous étions là, je crois que c'était en huitième de finale. Chelsea avait été battu. Huitième de finale, allez. Oui. Parce qu'il intervient, il prend la reine de Chelsea pour jouer le match retour. Et vous vous rendez compte que Drogba n'était plus dans les bonnes grâces du coach. Drogba est constamment sur le banc, il était plus le titulaire indiscutable. Et quand Di Matteo arrive, il dit non, écoutez, il fait confiance, il s'appuie sur Drogba. Vous avez vu Drogba contre Naples, c'était je crois 2 buts. Voilà, au cours de ce match-là, jusqu'en finale. Jusqu'en finale, c'était la magie a opéré. Donc, parfois des coachs prennent une équipe et il ne faut pas négliger le côté électrochoc, l'enthousiasme que ça suscite. En ce moment même, les étoiles s'alignent pour faire quelque chose, pour aider, pour pousser le coach et son équipe à aller loin. C'est-à-dire que c'est quand même assez extraordinaire ce qui s'est passé avec Chelsea en 2012. C'est extraordinaire ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, après les matchs de poule, était donnée morte. Voilà, c'était terminé, c'était cuit, plus personne. Et il faut voir avec à quel degré les Camerounais, certains Camerounais, se moquaient de cette équipe. Ouais, c'était rare. Sur le net, les amis de buzz faisaient le buzz. Voilà. Oui, la famille
c'était terminé, c'est fini. À ce moment, qu'est-ce qu'on se dit? C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que on a commencé vraiment à sérieusement s'asseoir pour dire, bon, qu'est-ce qu'on peut penser de cette équipe de Côte d'Ivoire? Il fallait que le Maroc gagne la Zambie. Parce que là, c'était le dernier match de poule. Complètement le dernier match de poule. Parce que d'autres équipes sur lesquelles on misait pour qu'elles soient éliminées et laissent la place à la Côte d'Ivoire avaient quand même pu s'imposer. Donc, il manquait une. Parmi lesquels le Cameroun. Oui. Bon, non, je suis pas des meilleurs troisième. Oui, non, il y avait aussi le Cameroun. Si le Cameroun, je crois, le Cameroun perdait ou faisait un match nul, la Côte d'Ivoire avait une chance. Effectivement, oui. Si le Cameroun a gagné la Gambie, et donc c'était affaire classée. Et là, les Ivoiriens, jusqu'à ce moment, les Ivoiriens, il faut le dire, souhaitaient que le Cameroun perde. Oui. C'est une histoire d'amour et de je sais pas quoi entre ces deux pays-là, entre ces deux nations. Rentrons ensemble. Le mari ne peut pas sortir et la femme donc, et là, le Cameroun gagne. Le Cameroun n'est plus sur la liste des meilleurs troisièmes. Et voilà. Et il faut absolument que le Maroc s'impose, sinon la Côte d'Ivoire rentre. Enfin, la Côte d'Ivoire reste au pays, quoi, mais sort de la compétition. Et là, ils ont commencé à faire des déclarations d'amour pour le Maroc. J'ai vu notre confrère, comment il s'appelle, sur la chaîne NCI, celui qui fait le truc, Willy Numbo. Il a fait pratiquement une émission qu'il a dédiée, qu'il a consacrée au Maroc. Il a même fait les danses du ventre, tout ça. Il a dansé, il a mis une tenue marocaine. Voilà. Donc pour faire les jeux doux au Maroc. Et on a vu que le Maroc s'était posé 1-0. Un peu difficilement, oui. Parce que le match était un peu difficile et puis un peu équilibré. On a même eu à un moment donné l'impression que la Zambie pouvait égaliser et ça ferait le malheur des Ivoiriens. Après cette victoire, Côte d'Ivoire qualifiée. Mais on se dit, ils vont jouer le Sénégal. Ah, le Sénégal, c'est pas... Le champion d'Afrique. Ah oui. Avec une belle armada offensive, défensive, c'est un gros morceau à couper. D'ailleurs, ils ont remis les Camerounais sur terre, c'est-à-dire qu'ils ont les Camerounais, 3-1, on s'est rendu compte que la tâche serait très difficile pour la Côte d'Ivoire. On s'est dit par la suite que, ben voilà, ils ont quand même, s'ils sortent même là, bon, voilà, c'est quand même le Sénégal. Ce qui est quand même surprenant au cours de ce match, c'est que on a reproché aux arbitres d'avoir, voilà, se comprend, d'avoir peut-être un peu favorisé. Arbitres qui ont été sanctionnés plus tard. Oui. Mais il faut quand même dire, ils ont été sanctionnés pourquoi aussi? Parce qu'entre autres, il y a aussi le carton rouge qui aurait pu être donné à Sadio Mané. Imaginez en ce moment-là, si Sadio Mané reçoit un carton rouge, le match est fini pour le Sénégal. Le match est fini. Donc, il y a des faits de jeu comme ça et la Côte d'Ivoire qui arrive à ressusciter. C'est-à-dire c'est une équipe qui a passé le temps à ressusciter. Hormis le match contre l'avant-dernier match là. Contre la RDC où elle a marqué en premier et a maintenu le score. La Côte d'Ivoire, ce deuxième tour, c'est des résurrections, c'est des combats. Elle est menée, elle a même joué à 10 contre 11 contre le Mali. Contre le Mali, oui. Et elle a réussi à s'imposer, c'est hallucinant. Donc, l'histoire de la Côte d'Ivoire, comme disait mon frère fabricant de beurre, c'est une histoire peut-être enseignée dans les écoles, peut-être pour motiver les uns et les autres quand vous avez perdu espoir, quand vous pensez que tout est déjà terminé. Rappelez-vous de la Côte d'Ivoire. Quand on est en danger, qu'on n'est plus en danger. Bon, tu fais tout l'effort de revenir avec les choses.